Bonjour, bienvenue sur l'Astrolin.com. Aujourd'hui, je vais continuer la série de vidéos qui présente les joueurs de notre équipe 1 au club de rue à ma maison, avec une partie de Simon Williams, notre grand maître anglais. Et c'est l'occasion de parler de lui puisqu'il vient de sortir un DVD Play Lactal qui revient sur les meilleures parties du champion du monde Michael Tal des années 60 qui propose donc plus de 7 heures de vidéo avec des exercices, donc où vous mettez pause pendant le DVD pour essayer de trouver les solutions et il vous les explique après. Alors Tal, il avait un style très tactique qui justement est très proche de celui de Simon Williams, puisque Tal avait la réputation de jouer des parties à sacrifice quasiment systématiquement, avec des sacrifices plus ou moins concrets, plus ou moins réalistes, mais toujours très dangereux pour l'adversaire. Et Simon Williams, à un niveau sûrement plus modeste, a un style tout à fait proche. Dans toutes ses parties, il est prêt à sacrifier le matériel, qui n'est pas du tout le premier facteur important pour lui dans une partie, juste pour créer des menaces, avoir l'initiative et mettre l'adversaire en danger. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime jouer aux échecs. Et on va le voir avec une partie que j'ai choisi de vous montrer, qu'il a opposé en National 2 à Magnus Carlamar, un joueur nordique qui vivait sur Paris il y a encore quelques années. Et donc c'est une des parties, c'est la première partie de la saison qu'il avait joué avec nous, et qui nous a montré d'emblée quel serait le style de Simon avec nous. Je voulais aussi le féliciter, Simon, parce que c'est entre autres grâce à lui si l'équipe a pu accéder au top 12 l'année dernière. La meilleure division donc par équipe en France. Alors, Simon a ouvert avec D4. Il faut savoir qu'il est capable de jouer à peu près n'importe quel coup. Il peut même jouer le Gambirois, par exemple. Et Magnus Carlamar a ouvert de son côté avec D6. Et après E4, cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier F3, cavalier BD7. Nous arrivons à une position très connue de l'ouverture, dans laquelle Simon a déjà fait preuve de son style très personnel, avec un sacrifice plutôt risqué déjà, G4. Alors, quelle est l'idée de ce coup? On donne le pion puisque le cavalier en F6 peut le prendre immédiatement. Et en fait, donc dans la partie, Magnus a décidé de le prendre. Les blancs enchaînent avec tour G1, attaquant le cavalier. Et les noirs ont dû battre en retraite avec cavalier GF6. Alors ici déjà, je pense qu'il y a une alternative assez intéressante, c'est de prendre en intermédiaire en D4, puisque ça attaque le cavalier en C3. Donc si on récupère le cavalier avec la tour, on perd celui qui est en C3. Et au passage, en fait, on récupère une très belle case en E5 qui va être disponible pour nos deux cavaliers. Et par exemple, si on joue cavalier prend D4 et cavalier DE5, on va voir que le cavalier dispose toujours de la case F6 pour revenir si jamais il a des problèmes. Et les noirs ont au moins placé une bonne pièce au centre. Alors dans ce genre de début, il faut faire attention à ne pas s'étendre trop, puisque maintenant si on joue F4 pour chasser le cavalier, on va être puni. On a quand même un développement... un roi plutôt à l'air, et maintenant il y a dame H4 échec qui va être un coup très très dangereux, puisque par exemple sur tour G3 on va pouvoir prendre le pion H2 et lancer une grosse attaque sur le roi blanc. Donc en tout cas prend D4, cavalier DE5 était un début intéressant. Voilà, donc on revient à la partie, et après tour G1 les noirs ont joué cavalier GF6. Maintenant les blancs finissent le développement de leur L-dame avec fou E3. Et s'apprête donc à jouer très probablement la dame en D2, suivi du roc à l'aile-dame, puisque forcément le roc à l'aile-roi n'est plus du tout d'actualité. Si on a sacrifié le pion G, ce n'est pas pour roquer à l'aile-roi, c'était justement pour pouvoir utiliser la colonne G avec la tour, qui dispose maintenant d'une belle colonne et qui fait pression sur le pion G7. Alors les noirs ici ont joué C6, un petit coup qui permet d'avoir ce qu'on appelle un centre retenu. On a des pions qui sont un petit peu en arrière sur la 6e rangée, mais qui contrôle beaucoup de cases sur la 5e rangée, donc là où le conflit se fait entre les deux camps. Dame D2, et maintenant dame C7, donc les noirs continuent de se développer prudemment et ôtent leur dame de la colonne D sur laquelle ils sentent qu'une tour blanche va arriver rapidement, mais c'était peut-être un petit peu timoré, c'était l'occasion d'essayer de gêner un peu le développement des blancs, notamment
celui du fou C4, du fou F1 pardon, qui a envie d'aller en C4, une magnifique case où il tape sur le pion F7, pion faible de la position puisqu'il n'est protégé que par le roi. Et donc on pouvait jouer ici à la place B5, un coup un peu risqué forcément puisque ça n'aide pas le développement des pièces noires, mais qui prive les blancs de la case en C4 et qui menace un jour de pousser jusqu'en B4 pour attaquer le cavalier C3 et donc en rebond le pion E4 qui est lui-même déjà attaqué par le cavalier en F6. Donc ça c'était une idée pour essayer de trouver du contre-jeu, un peu risqué mais franchement jouable. À la place donc les noirs ont joué prudemment la dame en C7 et les blancs ont fini leur développement avec grand roc. Alors c'est tout à fait le genre de position dans laquelle on va sentir quelle est la compensation blanche pour leur pion de moins. Donc ils ont un bon développement, on va voir, donc ils n'ont plus que le fou de case blanche à développer. Toutes leurs autres pièces sont plutôt actives, hein. Leurs deux cavaliers sont au centre, le fou de case noire et la dame fonctionnent de pair sur cette diagonale. On sent que les blancs sont déjà prêts à prendre le contrôle de la colonne D si jamais elle s'ouvre un jour, par un échange de pions. Et le développement des noirs de leur côté est loin d'être terminé. On va voir qu'ils doivent encore bouger une seconde fois le cavalier D7 s'ils veulent jouer le fou, ou alors jouer le pion B pour jouer le fou, donc ça fait 2 temps pour sortir cette pièce. Et de toute façon, le fou de case noire, lui, a beaucoup de problèmes pour sortir, puisque s'il vient en E7, ça lâche tout de suite le pion G7, rétablissant l'équilibre matériel, et comme les blancs, eux, ont un développement déjà plus facile, ils vont rester avec l'avantage sans avoir de danger, puisqu'ils auront déjà récupéré le matériel sacrifié. Et si on joue un coup comme G6 pour essayer de consolider la structure des noirs et puis peut-être de développer le fou en G7, il y a fou H6 pour essayer d'échanger le fou de case noire. C'est un échange stratégiquement très simple puisque les noirs viennent de placer leurs pions sur case blanche, donc les cases noires ne sont défendues plus que par leur fou, et donc la disparition du fou de case noire des noirs risque de créer une sorte de gruyère, de trou dans leur position. Par exemple, après fou prend H6 et dame prend H6, on peut envisager par exemple un échange encore de pions au centre avec pion prend et cavalier prend. Et dans ce genre de position, les noirs ont peut-être récupéré, gardé leur pion de plus, mais ils restent avec le même genre de problème. C'est-à-dire que la dame en H6 est excellemment bien placée, elle empêche le petit roc, et le roc du côté de l'aile dame va être très lent encore, puisqu'il y a encore 2 pièces à sortir pour pouvoir l'effectuer, ce qui va laisser au blanc le temps de monter une attaque. On peut penser que le fou va arriver soit en H3, soit en C4, et puis le pion F peut être poussé pour préparer une poussée ensuite rapide du pion E4 en E5, qui ouvrira la position au profit des pièces blanches qui sont bien mieux développées que les pièces noires. Voilà, donc ce genre de variante est un peu dangereuse pour les noirs, et c'est pourquoi ici ils ont été tentés par le coup B5, mais qui arrive un peu tard, c'est-à-dire que le coup B5 était encore jouable au coup précédent, puisqu'il n'avait pas joué le petit coup dame C7, qui mine de rien ne développe pas les pièces mineures des noirs, mais ajouter ce coup risqué B5 au coup dame C7 qui est un peu timoré, ça devient trop risqué, et on va voir comment Simon Williams va brillamment réfuter l'ouverture des noirs. Donc maintenant, avec un meilleur développement, il suit des principes logiques qu'on apprend dès le début aux échecs, qui est que le camp le mieux développé va être le plus grand bénéficiaire de l'ouverture du jeu. Et donc, il échange les pions. D prend E5 et D prend E5. A noter que peut-être il était meilleur pour reprendre avec le cavalier, puisqu'un échange de pièces va permettre aux noirs de se libérer un peu. Leur fou C8 respire et dispose maintenant de la case E6 pour venir un peu contrôler les cases au centre. Peut-être que c'était une petite amélioration, mais qui ne change pas grand-chose honnêtement à la position, qui est déjà bien meilleure pour les blancs. Donc après D prend E5, Simon joue son second coup le plus percutant de la partie depuis le début. Il avait commencé avec G4, le coup ambitieux de l'ouverture, et maintenant il essaye de réfuter la conception des noirs avec fou prend B5, un sacrifice de pièces immédiat, qui rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu les parties les plus classiques des échecs, la partie la plus célèbre de Morphy, dans laquelle il a sacrifié un fou en B5 de la même manière, récupérant des pions, et qui a fini par mater brillamment avec une tour et un fou. Donc ici, Magnus a réfléchi un moment, un petit peu assommé par la vigueur des coups de Simon, et il a décidé de refuser le sacrifice en jouant le fou en B4 pour essayer de finir son développement.
À la place, regardons déjà ce qui se passait si on prenait le fou, pardon. Donc avec C prend B5, eh bien il y a déjà cavalier prend B5 qui récupère un second pion. Et maintenant, la dame en C7 est attaquée. Donc on va voir ce qu'elle peut faire. Moi je vois deux sortes de coups. Soit la dame vient en B7 pour essayer d'attaquer le cavalier, soit elle vient en D8 pour rester sur cette diagonale-là. Donc si elle vient en D8, déjà on va regarder ça. Eh bien, il y a un coup très fort, très simple pour les blancs, qui ont une pièce de moins, mais si vous regardez, toutes les pièces des blancs jouent. Hein, toutes vraiment ont une action. La tour empêche la fin du développement de l'aile roi. La tour et la dame agissent, exercent une énorme pression sur la colonne D, tandis que les trois pièces mineures des blancs exercent des menaces sur la position adverse directement. Et donc ici, il y a dame C3, avec une menace déjà fatale de fourchette en C7, une fourchette de cavalier qui attaquera la tour et le roi, et qui menace même, si on le laisse faire, après le mouvement de roi en E7, de jouer fou C5, cavalier prend et dame prend, qui va mener au mat en fait rapidement. Donc ici, les noirs ont plutôt intérêt à jouer la dame en B7, et on va voir que même s'il y a une position de fourchette ici entre le roi et la dame, ce n'est pas ça qui est la vraie menace, puisque le fou peut toujours s'échanger contre le cavalier, mais il y a dame A5 avec toujours le même type de menace, cavalier C7, qui est tout simplement imparable, et donc les noirs doivent plutôt finir leur développement avec fou E7 et accepter la perte de la qualité. Donc la qualité, c'est la différence de valeur entre un cavalier et une tour, environ 2 pions. Ce qui va arriver maintenant après cavalier C7 échec. Et là, bien sûr, on ne vient pas en D8 pour se mettre en vis-à-vis de la dame blanche et subir un échec à la découverte, mais on est obligé d'aller en F8, et après cavalier prend A8 et dame prend A8, on va se rendre compte que le matériel est à peu près équilibré, puisque les noirs ont 2 pièces mineures contre tour et un pion. Donc en théorie, le matériel est égal, ça fait 3 et 3, 6 contre 1 et 5, 6. Voilà pour les pièces perdues. Cependant, la position des blanches est extrêmement supérieure, et là, il y a encore une combinaison qui finit la partie immédiatement, avec cavalier prend E5, un nouveau coup d'attaque de la part de Simon, mentionné dans une variante, je le rappelle. Et maintenant, on ne peut reprendre le cavalier, car ici les blancs ont bien mieux que de récupérer la pièce avec la dame. Ils ont le sacrifice tour D8 échec, avec deux variantes. Soit on prend la tour avec le fou, soit on vient mettre le cavalier devant. Alors le mieux c'est de mettre le cavalier devant, et on va le voir tout de suite, puisque si on prend avec le fou, eh bien on récupère avec la dame, échec. Il n'y a qu'un seul coup pour parer le mat du couloir, c'est cavalier E8. Et maintenant, pour briser les dernières défenses, il y a l'intervention du fou E3 qui attendait son heure. Fou C5 échec, le cavalier ne peut venir parer le coup puisqu'il est déjà cloué. Et maintenant, après le mouvement obligatoire du roi en G8, on va pouvoir mater en capturant le cavalier en E8. Voilà pourquoi il vaut mieux jouer le cavalier en E8 immédiatement. Et maintenant, on peut jouer dame prend E5, sans craindre la prise de la tour en D8, puisqu'encore une fois, ce sera puni. Après fou prend D8, il y a encore fou C5, le fou qui essaie décidément beaucoup de coups définitifs au noir. Et maintenant, soit on donne le fou en E7 pour retarder le mat d'un coup, soit on accepte notre destin et on joue immédiatement le roi en G8 pour se faire mater avec dame prend E8. Voilà pourquoi après dame prend E5, on ne peut prendre la tour en D8. Et par exemple après F6, un coup qui essaie de chasser la dame et de donner une case d'air au roi noir pour éviter ce type de mat du couloir qu'il subit depuis le début dans la variante, eh bien on peut jouer simplement dame E6, proposant un échange de dames, puisque maintenant le fou des noirs peut récupérer la dame en E6, mais la tour blanche récupérera celle des noirs en A8, et le matériel est à peu près égal, mais maintenant les blancs ont vraiment une position supérieure. Ils ont en plus récupéré le pion E5, ce qui leur donne un léger avantage matériel, une meilleure position puisque le développement des noirs est encore laborieux, et des pièces très actives. Et puis on va voir que les pions blancs vont pouvoir filer en finale vers la promotion sans avoir rien à craindre, aucune opposition de la part de l'adversaire.
Voilà pourquoi Magnus ici a préféré refuser le sacrifice des blancs et donc la suite de la partie va se jouer avec un matériel égal puisque les blancs viennent de récupérer un pion en B5 et les noirs ont fini donc leur développement avec fou B4, un coup qui laisse le pion G7 traîner mais qui cloue le cavalier C3, puisque maintenant s'il bouge, le fou prendrait la dame, en plus sur échec. Et comme le cavalier C3 est cloué, on va voir que les noirs créent une menace sur le pion E4. Et comme le fou en B5 est toujours attaqué, cette menace est très efficace. Et donc Simon ici joue calmement son fou en C4 pour le resituer sur une belle diagonale qui frappe notamment, donc comme on l'a déjà vu, sur le pion F7. Alors ici, que faire avec les noirs? Est-ce que les noirs, par exemple, ont un autre choix que de jouer le coup de la partie, la prise du pion E4? On va voir que non, puisque s'ils essayaient de finir leur développement avec petit roc pour mettre leur roi à l'abri, il y a fou H6, profitant de la belle position de la tour en face du roi noir, et qui menace donc tout simplement tour prend G7 ou fou prend G7. Là maintenant il y a deux défenses, aucune ne fonctionne, par exemple cavalier E8, et le cavalier donc revient en défense du pion en G7, mais il y a tout de même fou prend G7, cavalier prend G7, et alors bien sûr on ne prend pas avec la tour puisque... quoique ça gagne aussi en fait, je pense de prendre avec la tour, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le plus simple, c'est tout simplement de jouer dame G5, et avec maintenant la batterie tour dame sur la colonne G, le mat est inévitable en G7. Voilà pourquoi maintenant nous allons regarder l'autre défense, qui est tout simplement d'avancer le pion en G6, mais c'est un coup qui fait une nouvelle concession aux blancs, puisque maintenant les blancs vont pouvoir récupérer la qualité en F8, avec fou prend F8 et une position gagnante pour les blancs, puisqu'ils ont un léger avantage matériel, et comme on l'a vu depuis le début, une meilleure position. Donc bon, c'est pas la peine d'aller plus loin dans l'analyse de la variante. Quand vous voyez que vous avez un certain nombre d'avantages et aucun inconvénient pour les compenser chez l'adversaire, c'est forcément une bonne variante pour vous. Voilà, donc ça c'est une genre de variante où les blancs sont quasi gagnants. Dans la partie après fou C4, donc les noirs ont joué cavalier prend E4, un coup qui essaie de créer du contre-jeu sur le cavalier C3 cloué, mais qui ne résout pas du tout les problèmes de développement des noirs, et donc la punition va être cinglante. Donc maintenant donc la dame est attaquée, on va commencer par la bouger simplement en D3, calmement. Et les noirs se retrouvent devant un nouveau choix épineux. Que faire de leur cavalier attaqué? Alors par exemple, si on joue le cavalier en D6, le fou est protégé par la dame, et on peut simplement jouer tour prend G7, démolissant complètement l'aile roi des noirs, et obtenant donc un avantage décisif. Si à la place on jouait cavalier prend C3, je vous invite à mettre pause pour essayer de trouver vous-même la suite de la variante, qui est d'ailleurs proche de la suite de la partie. Voilà, je donne la solution maintenant, c'est fou prend F7 échec, roi prend F7, et dame C4 échec, qui profite donc de la non-protection du fou en B4. Donc ça c'est un phénomène qu'il faut toujours avoir en tête quand on étudie une position et qu'on cherche une clé tactique. Ce sont les pièces non protégées. Et donc il y avait un fou en B4 non protégé qui permet aux blancs de simplement envoyer une pièce en F7 et de la récupérer ensuite en B4. Voilà, donc maintenant par exemple il y a deux suites pour les noirs, soit ils poussent leur roi, alors surtout pas sur la diagonale du fou, puisque sinon on va récupérer la pièce sur échec, donc soit on met le roi en F6 qui a l'air plutôt cauchemardesque, d'autant qu'il y a un échec de fou en G5 qui va mettre très vite un terme à la partie, donc soit on le remet en E8 tristement, soit on joue le cavalier en D5 pour essayer d'empêcher cet échec, mais alors sur cavalier D5 qui a l'air en plus de protéger le fou en B4, eh bien il y a une nouvelle pièce qui n'est pas assez protégée, c'est la dame C7, elle est protégée simplement par le cavalier, et il suffit de jouer tour prend D5 pour en profiter, puisque maintenant la prise de la tour gagne la dame. Et donc là les blancs sont complètement gagnants. Et sur roi E8, on joue simplement dame E6 échec, et après fou E7, tour prend G7 avec une énorme attaque, et on récupérera la pièce plus tard en C3. Les noirs n'ont jamais l'occasion de la garder, puisqu'il y a toujours une menace de mat. Et par exemple, si on joue tout de suite cavalier D5 pour essayer de faire d'une pierre deux coups, sauver le cavalier et sauver le fou, il y a tour prend D5, et on ne peut tout simplement pas reprendre, puisqu'il y a une menace de mat en E7. Voilà le genre de tactique qu'avait Simon en tête. Et dans la partie, donc, son adversaire a joué le cavalier D en C5,
protégeant le cavalier et attaquant la dame, et dans le même temps peut-être avec l'idée de développer enfin son fou et d'annihiler la force du fou C4, mais ceci n'aura jamais le temps d'être effectif, puisque maintenant Simon échange le cavalier gênant, et maintenant après on est obligé de reprendre du cavalier, parce que si on reprend du fou, la dame peut simplement prendre le cavalier en E4, et après cavalier prend C5. Nouvelle escarmouche tactique de la part de notre champion avec, vous l'avez déjà vu le thème, c'est fou prend F7 échec, profitant de la non-protection du fou en B4. Et maintenant il y a roi prend F7 qui est forcé, puisque on va regarder quand même, c'est assez intéressant, il y a un nouveau thème tactique. Si le roi refuse de prendre le fou et vient par exemple en F8, il y a dame D8 échec. Et après l'échange des dames et tour prend D8, le roi va être forcé d'abandonner sa tour contre un fou, et donc la position des blancs est complètement gagnante encore une fois. Donc dans la partie, Karl Amar a mangé le fou tristement, comme Socrate l'a sigu, et après dame C4 échec, il a joué cavalier E6 pour parer l'échec. Alors on va voir que s'il était venu en F8, donc sur la diagonale, c'était encore une fois terrible, puisqu'on prend le fou pour récupérer notre pièce, et le clouage du cavalier est très dangereux. Si à la place il avait joué fou E6, il y a cavalier G5 échec, et maintenant tout est mauvais pour les noirs, hein. C'est-à-dire que sur roi E7 comme sur roi G8, il y a cavalier prend E6, cavalier prend E6, et là plutôt que de récupérer le fou en B4, on prend la pièce en E6, avec deux variantes, hein. Celle qui perd le plus vite c'est roi F8, puisque maintenant on va pouvoir profiter de la 7e rangée avec nos pièces lourdes, hein. Tour D7, et les noirs vont être obligés de sacrifier la dame pour empêcher le mat en F7. Et si on joue à la place dame F7, eh bien il y a le pseudo-sacrifice tour prend G7 échec, roi prend G7 et tour D7. Donc on va sacrifier les deux tours contre dame et pion. Et après tour HF8, on joue échec avec la dame. Un échec intermédiaire qui est très important, puisque maintenant après le mouvement du roi et la prise de la dame, on récupère le fou en B4 avec un avantage décisif pour les blancs. Donc dans la partie il y a eu cavalier E6, et maintenant un coup qui n'était peut-être pas attendu par Magnus, je peux pas vraiment dire ça, j'ai pas vraiment de certitude là-dessus. En tout cas, plutôt que de récupérer le fou en B4 qu'il devait récupérer, hein, puisqu'il a sacrifié une pièce en F7, Simon a augmenté la pression avec cavalier G5 échec, et le roi a été forcé d'aller en F8, puisque s'il était allé en F6, on renforçait l'attaque avec le second cavalier qui ne participe pas encore et qui va bondir en E4. Et s'il allait en E8, on jouait simplement cavalier prend E6, fou prend E6, dame prend E6 échec. Et après roi F8, tour D7, une variante qu'on a déjà vue tout à l'heure, hein, une position qu'on a vue dans le commentaire du coup précédent. Donc après cavalier G5 échec, il a joué roi F8, et toujours en espérant finalement que les blancs se décident à prendre le fou en B4 plutôt que le cavalier en E6. Mais Simon sort encore une fois le meilleur coup avec un pseudo-sacrifice plutôt élégant, dame prend E6. Et voilà l'idée. Maintenant, en fait, la suite de la partie va le montrer, c'est que sur la reprise de la dame avec le fou, on va reprendre du cavalier avec une belle fourchette sur le roi et la dame, récupérant la pièce. Voilà. Et dans le même temps, en fait, si les noirs ne reprennent pas la pièce immédiatement, eh bien, il faut déjà qu'ils fassent très attention, puisque si on voit le couple dame-cavalier qui est placé très agressivement, il y a une menace potentielle de mat du baiser de la mort en F7, qui sera rendu possible grâce à un sacrifice de la tour en D8, qui menace donc un mat du couloir et forcera la dame noire à prendre la tour, et après on pourra simplement mater avec la dame en F7. Donc là c'est une très très forte menace, et Magnus n'a trouvé rien d'autre pour la parer que de prendre la dame, et après cavalier prend échec, roi F7 et cavalier prend. Maintenant les blancs ont déjà une pièce de plus, hein, ce qui est assez incroyable après tout leur sacrifice. Tour à D8, cavalier E4, le cavalier arrive à l'attaque, et H6, et puis je vous laisse trouver le dernier coup en mettant pause. Voilà, je donne la solution pour ceux qui ont cherché, hein. C'est tour prend G7, un coup qui force une transition, gagne un pion au passage, puisque maintenant sur roi prend G7, les noirs ont abandonné ici, hein, mais sur roi prend G7,
il y a tour prend D8, et sur tour prend D8, une nouvelle fourchette de cavalier en E6 qui regagne la tour, et donc à échanger toutes les pièces pour ne laisser aucune chance aux noirs. Et la finale avec une pièce de moins est complètement sans espoir pour les noirs, d'où l'abandon de Magnus qui a dû en avoir assez d'être tant malmené par notre joueur. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Je vous invite également à aller voir le site de notre grand maître anglais, www.ginger.gm comme grand maître.com. gingergm.com, donc sur lequel il vend ses DVD. Ce n'est pas le premier qu'il a produit, il a aussi écrit des livres, et il y tient un blog avec parfois des vidéos, parfois des parties commentées. C'est très intéressant, et ça vous montrera un peu son style plutôt romantique de joueur d'échecs, qui fait encore des ravages de nos jours. Voilà, je vous souhaite à bientôt, enfin je vous souhaite, de bons moments échiquiens, et à bientôt sur lestrelin.com.